Alors, sans plus tarder, je passe la parole à M. Amin Yemel Alami, de parler de ce point. Merci. Bonjour à tous. Désolé pour le décalage dû à des impératifs d'organisation. Je vais peut-être juste donner quelques mots sur les données. Au niveau du Conseil économique, social et environnemental, on a produit un rapport il y a 10 ans maintenant sur l'open data. Il me semble que l'open data est quelque chose de fondamental pour le développement. Est-ce que la donnée aujourd'hui est le produit de base? Ça a été dit, ça a été répété ce matin, tout le monde dans le courant, bon, j'insiste encore dessus. C'est le produit de base pour le développement de tous les produits numériques aujourd'hui. Et on a un besoin impérieux des données. Ces données, nous n'avons malheureusement pas aujourd'hui de bonne organisation, on va dire, pour les partager. Ce qui fait que les entreprises, mais également les administrations et les responsables des institutions ont de véritables problèmes lorsqu'il s'agit d'avancer dans le numérique. Et en particulier, aujourd'hui, nous savons que l'intelligence artificielle est basée essentiellement sur de grandes masses de données. Si nous n'avons pas ces grandes masses de données, automatiquement, nous ne pouvons pas produire des systèmes intelligents qui soient compétitifs au niveau national et au niveau international. L'exemple que j'aime bien donner et qui va bien illustrer les deux facettes de cette session, qui sont à la fois l'ouverture et la protection. Ce sont par exemple les données sanitaires, les données de santé. Les données de santé sont extrêmement importantes lorsqu'il s'agit d'avoir des systèmes intelligents qui permettent par exemple de prévoir les pandémies, de mieux analyser le fonctionnement d'une population face à des maladies et même à prévenir des maladies. Donc, il est important de les avoir. Mais d'un autre côté, il est clair que l'on ne peut pas partager nos données de santé avec n'importe qui, ou pour n'importe quoi, et surtout pas de manière non honnête. Donc, le dilemme, il est là. Nous avons besoin de cette production de données, parce que sans ça, on ne peut pas avancer. Mais d'un autre côté, nous avons besoin de protéger l'origine des données, de manière à éviter les dérapages et une utilisation non autorisée de ces données. Donc, ce sont un petit peu les deux éléments. Ce sur quoi je venais insister, c'est que il y a eu un séminaire il n'y a pas si longtemps que ça à Marrakech, où justement on essayait de faire cet équilibre. Les données sont disponibles et nous avons une véritable schizophrénie au niveau individuel. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est membre de réseaux sociaux et partage de manière volontaire énormément de données. Lorsque la ville, la province, l'État demande des données aux citoyens pour pouvoir rendre des services à ces mêmes citoyens, ils refusent de donner quelquefois des données extrêmement basiques. Et cette schizophrénie ne permet pas de développer les bons services aux citoyens. Donc il faut trouver la méthode pour équilibrer les deux. Il faut que nous, en tant que citoyens, nous soyons convaincus que sans nos informations, l'État au sens large du terme ne peut pas nous rendre les services qu'on est en droit de demander aujourd'hui à l'ère du numérique. Mais d'un autre côté, il faut aussi que quelque part l'État soit le garant de notre vie privée lorsqu'on désire la garder privée. Donc cette schizophrénie fait que, en pratique, ce sont des grandes plateformes qui utilisent tous les jours, que ce soit les plateformes de réseaux sociaux, mais que ce soit également les plateformes de type Google, de recherche, les plateformes de divertissement, qui savent faire de plus que les personnes qui sont censées nous aider à gérer votre vie. Et c'est cette dichotomie qu'il va falloir gérer dans l'avenir de manière importante.
Parce que si on ne la gère pas, on risque d'avoir une nouvelle et d'éviter le bien, alors que dans un monde idéal, justement, on se serait de développer au maximum le côté positif et d'essayer d'éviter un petit peu le côté négatif. Voilà ce que je veux dire en introduction. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'interagir par la suite avec les différents personnes. Yeah, c'est pas sur une série de... C'est pas sur une dynastie. Et le tournée, et le roi pensé. Small to his wings. And for the... The woman in the autism doesn't have to answer. Merci beaucoup à M. Mdel Alaoui, donc je répète, membre éminent du CESE, et qui effectivement vient nous dresser une problématique à laquelle on fait face effectivement tous les jours. De comment faire pour que ces data justement que nous partageons, et son Excellence, M. le Gouverneur, nous l'a dit justement à juste titre ce matin, à partir de notre réveil, on produit de la data. Quand le citoyen produit de la data, que ce soit un choix ou pas, justement. À partir du moment où il se réveille, en consultant ses messages, en lançant des applications, en lançant des peut-être commandes, ainsi de suite, des réclamations peut-être, de demandes, des requêtes, des recherches sur Internet, de produire de la data de manière anonyme. Mais effectivement, quand on entend open data et quand on nous dit que c'est l'État ou la collectivité territoriale ou la province, ça peut nous faire peur, hein, surtout quand on parle de open data. So I'm switching in English. So just wanted to ask you, when we are talking about open data, it may look scary a little bit because when we don't have, of course, a technical background, we can explain that by opening all the data to everyone. So how can we explain this part, please, for you? How do you see it? And how can we be somehow in control of this transmission and collection of data and respect at the same time this part of the private life of the citizens? Thank you. First of all, thank you for the opportunity that you provided me to be here in front of you. Thank you for the wonderful event. When I say open data, it's scary, but we have to understand that open data, it shouldn't lead to the provider of the data. So if I transform some data about you on the internet, your name, your email, anything that could lead the data back to you shouldn't exist there. As my previous speaker said, for example, we have issues in health. It's very hard to do data analyzation for health data. This has been tried. For example, it has been tried in Sweden. They published a small set of anonymized data on the internet. And in just 3 days, some of the people were traced back using that data, which was anonymized. It is indeed scary. Sometimes it's very hard for people to understand which should have their data, because we are very willing to give our data to any social platform. I agree with that. Where is that data? Should I trust more public system? Yes, this of course. But also the public system should provide a regulation, and these regulations should apply for any entity, either it's private, either it's public. For example, in the European Union, we have the General Data Protection Regulation, which entered 5 years ago. And as you may know, the European Union has some issues with Facebook, for example, because the European Union doesn't want the data of the citizens to reach the United States, or at least to know which data gets there.
So yes, it is indeed a very problematic issue. How do you deal with data, and how do you convince citizens that accessing their public services is a better way for them to deal with, with solving their issues and not worrying about any data loss? I hope I answered partly your question. So perfect, thank you so much. Donc, je répète aujourd'hui que nous avons la chance d'avoir des experts de très haut niveau. On a le Maroc qui est brillamment représenté par M. Laloui. Nous avons bien sûr la Birmanie qui est représentée à la Dr Yonit Fetli, bien évidemment. Nous avons la France qui est représentée par M. Pierre Massal et notre cher pays voisin, donc la Tunisie par le Dr Majed Khalfallah. Et donc, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit en anglais pour ceux peut-être qui n'avaient pas eu donc, le réflexe d'aller chercher le casque de traduction. Donc juste pour dire peut-être que effectivement quand on revient à toujours cette peur un petit peu de partager la data, mais qu'il faut un petit peu outrepasser, puisqu'on se rend compte qu'il y a des choses, de très beaux projets qui sont concrétisés et ils sont là pour améliorer la qualité de vie du citoyen. Donc si je reprends l'exemple de Berkane, alors ici à Berkane nous sommes extrêmement fiers puisqu'on a la première annexe digitale qui a vu le jour. Donc c'est une première ici au Maroc pour nous. Donc on avait l'habitude d'aller chercher nos documents personnels et de mettre énormément de temps à aller les chercher. Je ne peux pas dire que c'était un parcours du combattant, donc on rêve, moi à titre personnel, je rêve de venir habiter à Berkane justement, puisque la qualité de vie du citoyen elle a été extrêmement améliorée. Beaucoup de simplification au niveau de cette documentation. Et là, je vous invite à écouter un très très beau projet sur lequel M. Pierre Massal, donc d'Atos France, a participé dans le domaine en fait de l'agritech. J'en dis pas plus. Je vous laisse là. Merci Sana. Donc pour revenir sur le sujet comment maîtriser et pour pouvoir valoriser la donnée des citoyens, le premier élément c'est d'être en mesure de disposer de cette donnée des citoyens. Comme cela a été indiqué, les personnes peuvent avoir une certaine réticence, une certaine peur à partager leurs données avec l'État, pour faire simple, alors que, comme vous le savez tous, ces mêmes citoyens vont très librement partager leurs données les plus personnelles avec des entreprises globales qui vont exploiter cette donnée, monétiser cette donnée, sans que le citoyen ne trouve rien à redire à tout cela. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est tout simplement, de mon point de vue, par le service que retire ce citoyen lorsqu'il donne accès à ces données. Si je prends le cas des réseaux sociaux, nos concitoyens vont tous très librement donner accès à l'ensemble des données qu'ils partagent au travers de ces réseaux sociaux sans s'interroger sur la protection qui est opérée par rapport à ces données et sans être réticents à les communiquer. Pourquoi dès lors est-ce qu'ils le sont lorsque c'est l'État qui leur demande de partager ces mêmes données? C'est parce que je pense que les citoyens, d'une part, ne voient pas forcément l'intérêt et donc le service qu'ils peuvent retirer, le bénéfice qu'ils peuvent retirer du fait de partager ces données avec l'État, et d'autre part, ce réflexe se retrouve aggravé par une peur qui est, je dirais, quasi naturelle, de voir l'État vouloir contrôler et peut-être imposer, prendre de l'argent auprès de ses concitoyens. Et ça me permet de venir sur le projet que j'ai rapidement abordé ce matin, qui était sur l'agriculture à Madagascar. Lorsque vous allez rencontrer les producteurs de riz pour leur demander de bien vouloir partager des données qui sont tout à fait personnelles, qui concernent leur activité, du type
quelle est la superficie de de vos parcelles, quelle est la production annuelle que vous pouvez réaliser, combien vous avez d'employés dans votre structure, quels revenus vous en tirez, combien vous payez vos semences, combien vous payez vos engrais, etc. Et combien vous revendez cette production. Vous touchez là au cœur de leur activité, et donc la crainte naturelle lorsque l'État vient leur demander ces informations, c'est que à terme cet État vienne les taxer de façon supplémentaire par rapport à ce qu'ils connaissent habituellement. Et donc cette résistance au changement, elle est liée à cette crainte de l'action de l'État en termes d'impôts. Donc comment est-ce que vous arrivez à faire changer les mentalités? C'est ce que je disais ce matin, il faut positionner l'humain au centre de l'activité et donc expliquer à l'ensemble de ces producteurs que d'une part, non, l'État ne va pas chercher des moyens à accroître ses revenus au travers de l'impôt, mais que l'objectif pour l'État, du fait de connaître l'ensemble de ces données les plus précises possibles, c'est au contraire pour les aider à se développer, dans le sens où ce défaut de statistiques réelles et de statistiques appropriées correspondant à la réalité du terrain conduit l'État à prendre des décisions en termes de stratégie de développement agricole qui peuvent être complètement infondées parce que déconnectées de la réalité de l'activité de l'ensemble d'une filière agricole. Et donc, il faut expliquer à l'ensemble de ces producteurs que partager ces données avec l'État permet à l'État de faire des choix stratégiques d'orientation de la politique publique agricole qui vont concourir à les aider à se développer. Donc ça, c'est le premier élément. Mais là, on est sur des éléments de langage et des actions, bien évidemment, qui peuvent être considérés par ces fermiers comme très éloignés de leur activité quotidienne. C'est de la politique à Antanin ruraux, donc très loin de leur situation géographique, sans qu'ils soient persuadés d'en voir un jour les résultats. Par contre, lorsque vous dites que ces mêmes données sur l'ensemble des éléments qui concourent à établir de façon certaine leur production vont leur permettre de bénéficier auprès d'organismes qu'ils ont à connaître par ailleurs, tels que des vendeurs de semences, des vendeurs d'engrais ou des acheteurs de leur production, qui sont dans une relation aujourd'hui one-to-one, un pour un. Donc vous avez un agriculteur qui est perdu dans Madagascar, qui connaît un fournisseur de semences, donc ce fournisseur de semences va le voir et va lui proposer un prix. Il n'a pas la capacité à comparer cet agriculteur, le prix qui lui est proposé avec la réalité du marché, puisqu'il n'a qu'un seul interlocuteur. Donc il va payer le prix qui lui est demandé au regard de ce qu'il a l'habitude de payer. Mais si, grâce aux données qu'il a partagées, vous lui offrez en échange la capacité à accéder au prix réel du marché qui correspond à sa semence, potentiellement, vous allez lui offrir la capacité à négocier plus fortement le prix de la semence qui lui est proposée, qu'il payerait habituellement 100, alors que le prix normal du marché, c'est 50. Et vous avez là l'opportunité de générer une économie en termes de coût pour cet agriculteur. Et il en voit dès lors un bénéfice immédiat. De la même façon, lorsqu'il va vendre sa production, il le vend à un opérateur avec lequel il travaille de façon habituelle et il n'y en a pas 50. Et donc, cet opérateur qui va lui acheter sa production va lui proposer le prix qui est le sien, en fait. Et là encore, l'agriculteur aura très peu de capacité à négocier. Et je fais le parallèle avec les semences. Si vous offrez à cet agriculteur la possibilité de connaître le prix réel du marché, vous lui offrez, là encore, la capacité à négocier beaucoup plus fortement et donc à améliorer son prix de vente. Donc, si vous faites un parallèle entre vous nous donnez des données qui vous concernent, mais en échange de ces données qui vous concernent, premièrement, l'État va être plus pertinent dans l'aide qu'il va offrir à l'ensemble des agriculteurs, et deuxièmement, vous, à titre personnel, vous allez être en capacité de réduire vos coûts
et d'améliorer le prix de vente et donc votre marge, vous avez dès lors des arguments beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus opérants pour l'intéresser à la démarche et donc pour qu'il partage ces données avec l'ensemble des acteurs qui en ont à connaître. Donc, une fois encore, le cœur de la démarche, au-delà des aspects légaux, RGPD, protection de la donnée, etc., et cybersécurité, puisque dès lors qu'on traite de la donnée, il faut être capable d'assurer les propriétaires de cette donnée que vous garantirez la sécurité associée à ces données. Mais au-delà de ce sujet, le point principal, c'est quel service je vais pouvoir exploiter, obtenir du fait du partage des données que j'opère. Et si vous êtes capable de convaincre vos interlocuteurs du bénéfice qu'ils vont en retirer, de fait, naturellement, ils vous donneront accès à leurs données. Merci infiniment pour ce très bel exemple en fait qui fait rêver. Et pour ne pas rester justement dans les rêves, je vais reprendre ce qui a été ce que j'ai vu et ce que j'ai noté et ce que j'ai gardé en mémoire en fait du symposium international qui s'est déroulé en fait il y a juste quelques mois à Berkeley. Donc lors de la cérémonie de clôture, nous avons laissé un petit peu la société civile s'exprimer. Nous avons essayé de aussi faire des sessions de vulgarisation pour essayer d'expliquer faire justement comprendre à cette société civile, accompagner cette transformation, justement qui est comme la crowd de sens. Et ce qui était extrêmement bon, c'est que la société civile avait répondu favorablement. Et non seulement cela, j'avais en fait le souvenir de dingue qui s'était levé pour remercier donc, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, sur un très très bel travail. Donc c'est une dame qui avait venu créer l'association pour protéger les enfants ici à Berkane. Donc on parle des enfants qui l'on retrouve des fois dans la rue, etc. Elle voulait créer une sorte de refuge pour eux, pour pouvoir les accueillir, veiller à leur hygiène, qui ne manque de rien du tout. Et je me rappelle qu'elle s'était levée pour remercier en fait le travail de l'équipe de la division de gouvernance numérique intégrée. Et donc à sa tête, Madame Nassima, que l'on remercie chaleureusement, puisqu'ils avaient déjà justement listé, fait tout ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà collecté la data. Et que le travail qui avait été opéré avait permis d'ouvrir non seulement le refuge quelques jours plus tard, cette maison de l'enfance est aujourd'hui juste un bonheur à aller visiter, à aller voir. Et donc ça, c'est des exemples qui doivent un petit peu nous inspirer, justement nous rassurer par rapport à cette transformation digitale justement à venir. Docteur Majid Radpour, excusez-moi, on dit toujours que le meilleur est pour la fin. Et ce n'est pas encore la fin, hein, parce que je compte sur vous un petit peu pour interagir. Nous avons ici l'expérience de 4 pays sur ce domaine-là, justement sur comment accompagner la transformation. Et je vous poserai la question, s'il vous plaît, dans votre réflexion, au moment de l'écriture de votre livre, et on en a parlé, je vous ai dit que je trouvais ce travail juste incroyable, et non seulement cela, la coïncidence était très très belle avec ce forum, justement où il y avait cette problématique. Donc s'il vous plaît, à votre avis, comment devrait-on justement accompagner ces transformations en rassurant cette société civile? Merci infiniment. Merci. En fait, avant tout, il faut comprendre, il faut aussi faire attention. Pourquoi on partage? Pourquoi on ne partage pas? Les exemples que nous venons de citer, c'est que le citoyen partage ses données avec l'État. Bon, Montesquieu a dit, tout celui qui a le pouvoir a tendance à en abuser. Et cette idée est dans l'inconscient populaire. L'État, c'est un pouvoir. Si je lui donne pas plus mes données, il a tendance à en abuser. Et on n'est pas conscient que Facebook, c'est aussi le pouvoir, que Twitter, c'est un pouvoir donc plus grand que votre État. C'est la preuve, c'est que Facebook a influencé des élections américaines en utilisant les données des gens. Je laisse à côté ce côté
c'est le citoyen ou l'individu qui donne ces données que vote. Et c'est pour cela d'ailleurs que les INS, les institutions des statistiques du monde, etc., sont toujours indépendants par loi de l'autorité du gouvernement. Maintenant, pourquoi on doit partager ces données? Pour rebondir sur l'exemple qui vient d'être dit, aux États-Unis, j'avais déjà utilisé dans le temps l'exemple des États-Unis du partage des données. Aux États-Unis, la loi de l'Open Data, je suis secrétaire général de Open Data Forum, qui est une association qui milite pour l'Open Data et pour la réutilisation des données par les startups, etc. Savez-vous qui est le plus grand consommateur de données agricoles aux États-Unis? Données agricoles. McDonald's. Tu n'es pas fait parce que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir négocier à fond l'achat du blé, l'achat de la viande, etc. chez les agriculteurs américains. D'accord? Donc, et le partage de données aux États-Unis est une obligation par loi. C'est pour cela que ça a généré beaucoup de problèmes. Donc, il y avait eu cette loi sur la déclaration d'État de l'Union, qui est un discours et un document publié à instant T et qui ne doit pas sortir avant cet instant par le président américain, qui comporte beaucoup de données qui peuvent être utilisées par des gens qui s'ils ont l'information avant, ils peuvent vendre ou acheter des choses au niveau de la bourse. Ça peut impacter la bourse. Donc, c'est très dangereux de partager les données. Donc, pourquoi on partage les données? On partage des données parce qu'il y a des journalistes qui doivent faire leur métier correctement. Ils vont faire le métier basé sur les bobards ou basé sur les données réelles. Quand ils font leur article basé sur les données réelles, leur article sera gobable. S'ils font des articles sur, s'ils n'ont pas trouvé, s'ils ne trouvent pas de données, ce qu'ils vont faire? On récupère pas partout, sur Facebook, ce qu'on dit dans les cafés, dans les coins, etc. Ils vont écrire n'importe quoi, parce que c'est le métier du journaliste. Partager les données, ça aide les journalistes à mieux écrire leur article. Partager les données, ça aide surtout les startups, surtout au niveau des smart cities, de développer des petites applications à gauche à droite, au niveau social, surtout l'entrepreneuriat social, qui va permettre à lui de gagner de l'argent et aux citoyens de trouver des services qu'ils ne peuvent pas venir donc parce que celui qui travaille dans l'administration ne peut pas avoir l'imagination d'un start-up. Le start-upper veut lui donner les mêmes données que quelqu'un qui travaille dans l'administration. Le start-upper va trouver 36 000 méthodes pour valoriser ces données. Donc, ouvrir les données de l'État au start-upper, c'est une façon de valoriser ces données, de créer de la valeur à partir de quelque chose qui est comme ça peut-être. Troisièmement, les partis politiques qui sont au pouvoir, en général, dans une démocratie, les partis politiques qui sont au pouvoir ont accès à ces données. Donc, quand ils vont établir le prochain plan, leur communication ou la contre-communication contre un autre parti politique, etc., ils disposent des données et le parti qui est à l'opposition ne dispose pas de données. Donc, son programme sera de la peuplée, du flou. Il n'aura aucun argument pour répondre au parti qui est au pouvoir. Donc, être au pouvoir, c'est un délit d'initié. L'open data, l'État, quand elle partage les données, permet de casser ce délit d'initié et de mettre les partis politiques à égalité pour que c'est la compétence, l'imagination du parti politique, le bien qu'il peut donner au pays qui gagne, et ce n'est pas la fermeture des données qui gagne. Ça, c'est la troisième. Et la quatrième chose est naturelle, au fait. Parce que ces données-là ont été faites à partir de quoi? Qui a préparé les données de l'État? C'est des agents publics. Les agents publics qui sont payés par qui? Par le contribuable. Donc, à qui appartiennent les données normalement? Il appartient au contribuable.
Donc, je suis citoyen et ces données qui sont dans l'administration m'appartiennent à moi. Ça, c'est la quatrième chose la plus importante. Donc, partager les données devrait être, d'ailleurs, c'est la réglementation tunisienne de partage de données, devrait être par défaut, parce qu'il y a deux écoles au niveau du partage de données de l'État. Il y a l'école qui dit partager les données par défaut et spécifier les données à fermer. Il y a d'autres écoles qui disent on ferme les données par défaut et à la demande on étudie si cette donnée peut être ouverte. En Tunisie, quand on allait rédiger, à faire les textes de loi sur le partage de données, parce que nous avons une instance qui s'appelle instance d'accès à l'information, qui est des juges première assise. C'est-à-dire que leur décision est une décision de juge. Vous pouvez vous opposer qu'à la cour qui vient après. Si vous demandez des données et que l'administration ne vous donne pas ces données-là, vous pouvez présenter une motion devant l'instance de partage de données. D'accord? Donc, partager les données, on a bataillé énormément en Tunisie pour que, en Tunisie, le partage soit par défaut et on spécifie quelles sont les données à fermer. On enferme les données personnelles, on enferme les données de sécurité nationale, on enferme des données qui comportent peut-être des inventions ou des patentes qui appartiennent à des tierces. C'est les trois catégories de fermeture. Et tout le reste, normalement, c'est ouvert. Mais entre la loi et la réalité, il y a un océan. C'est-à-dire, dans la réalité, les journalistes, etc., sont en train de militer pour récupérer de l'information. J'ai eu même un PDG d'une grande entreprise publique, parce qu'on me connaît comme étant militant, il m'a dit, tu peux me dire comment faire pour ne pas partager les données? Je lui dis, vous ne pouvez rien faire. La meilleure solution, c'est de se donner cette problème. Mais en contrepartie, il y a une autre instance en Tunisie qui s'appelle l'instance de protection des données personnelles. Et à chaque fois que vous allez donner des données, il faut faire très attention. C'est pas parce que l'instance de partage de données vous demande de livrer les données. Il faut savoir quelles sont les données à partager, les envoyer à l'instance de protection de données personnelles pour dire oui ou non si ça comporte données personnelles. Parce que ici, le problème n'est pas technique. Ici, c'est un problème extrêmement juridique. Je vous donne un exemple. Je vous donne les adresses avec le nombre de pièces dans la maison, adresse de la maison et la couleur de la maison. Mais je ne vous donne pas le nom et le prénom de la personne. Vous croisez ces données avec Google Maps. Vous obtenez tout ce que vous voulez comme complément d'information. Donc, même si on fait ce qu'on appelle communément dans le partage de données, on fait ce qu'on appelle l'anonymisation des données. L'anonymisation des données, c'est de prendre la base des données qu'on va partager et on efface tout ce qui correspond aux données personnelles, tout ce qui est sécurité nationale, etc. Même si vous anonymisez les données, il faut avoir des techniciens derrière avec les juristes pour savoir si ces données anonymes peuvent être croisées avec d'autres données anonymes pour leur donner des noms. Donc ça, c'est très difficile. Donc, juste entre parenthèses, pourquoi les gens refusent de partager les données? Je viens de dire tout à l'heure, parce que vous avez la réunion. Il y a quatre. En fait, on partage, on refuse, les administrations refusent de partager les données parce qu'en général, ces données lui servent à monter en grade, à avoir des postes de responsabilité, à devenir directeur général d'administration, etc. Grâce à ces données, le fait qu'il va paraître devant son patron dans l'administration, son patron va le remarquer et va le nommer quelque part. Donc, ce qu'on appelle monnayer. Ça, c'est. On ne donne pas l'information pour pouvoir le monnayer. Deuxièmement, on ne donne pas l'information parce qu'on n'a pas confiance dans l'information que possède. Je ne dis pas comment, mais je ne sais pas. Peut-être. S'il y a un problème avec ces données, qui sera responsable? D'accord? Donc, il y a le manque de confiance. Le troisième niveau, c'est qu'il y a des gens qui se considèrent comme des dieux. L'information que j'ai, elle est tellement compliquée à comprendre que je ne la donne pas parce qu'une personne. Et la quatrième, qui est la plus dangereuse,
la plus dangereuse, c'est qu'il y a des gens dans l'administration qui disposent de données complètement erronées, complètement falsifiées, et ils montrent une façade comme quoi il possède des très bonnes données, que s'il est bien organisé, qu'il est clair, etc. Et au fond, il ne veut pas donner ces données parce que les gens vont découvrir le poteau rose. Je vous donne un exemple. Un directeur général, un directeur dans une institution qui distribue de l'eau potable, pas en Tunisie. On parlait comme ça. Vous parlez de vous, là, docteur Najib. Je lui ai expliqué pourquoi il faut partager les données. Il m'a entendu, je parlais. Après une demi-heure, il m'a dit, vous voulez que les gens sachent que l'eau que je distribue n'est pas conforme aux règles de la santé. Donc je ne partage pas les données. Va voir ailleurs. D'accord? Donc les gens ne partagent pas les données, ils savent pertinemment que ces données représentent un danger qui peut même être un grand danger pour eux, ou bien parce que les données sont erronées, etc. Donc ils veulent montrer une façade et donc ils cachent les données. Donc c'est les quatre conditions qui obligent les gens à cacher les données. Merci infiniment, docteur Fafalla. Je vais demander un petit peu à notre présence ici, donc, de nous expliquer, parce qu'on a parlé des deux écoles et c'était extrêmement intéressant de savoir est-ce qu'on ferme totalement la donnée, on l'utilise justement quand on a besoin, ou est-ce qu'on ouvre justement une pioche dedans en fait selon les besoins. Donc je cède la parole à nos intervenants pour nous dire un petit peu ces emplois, parce que je trouve le sujet extrêmement intéressant. Et si monsieur Bass, selon votre connaissance, si ça vous intéresse. En fait, au Maroc, la solution est assez simple d'un point de vue théorique, c'est que la constitution de notre pays impose l'ouverture et établit les cas dans lesquels les données ne peuvent pas être partagées, qui sont tout à fait classiques, c'est-à-dire les données à caractère personnel et les données qui sont sensibles d'un point de vue sécurité budgétaire. Donc, ce sont des choses qui existent dans tous les pays du monde, mais a priori, les données doivent être ouvertes. Maintenant, la problématique qui se pose, c'est plus une problématique, je pense que ça a été bien mentionné, c'est une problématique culturelle. On n'a pas l'habitude de le faire. Donc, il faut démarrer cette habitude. Et les changements culturels sont les changements les plus complexes à mettre en œuvre. Ces données, quelquefois, existent, mais quelquefois, elles n'existent pas non plus. Donc, en fait, il y a tout un travail. Juste une petite réflexion, c'est que les données sont passées justement d'un cadre qui était plutôt, on va dire, politique, hein, c'est ce que vous avez souligné à plusieurs reprises, à un cadre économique. Aujourd'hui, la donnée a de la valeur. Et cette valeur, si on ne l'utilise pas, on la perd. Ou bien, si on ne l'utilise pas, peut-être que quelqu'un d'autre va l'utiliser, il va générer la valeur qu'on aurait pu générer au niveau national. Donc, il est important aujourd'hui d'être conscient que la donnée est une information économique qui a une valeur monnayable et qu'il faut la traiter en conséquence. Et donc, quand on a quelque chose qui a de la valeur, on ne va pas la cacher, au contraire. Il faudrait qu'on la mette, comment dire, qu'on l'utilise de manière à générer d'autant plus de valeur. Toujours un petit peu dans la même direction, il y a un élément que sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est, là aussi vous avez parlé de données que l'on va donner de manière fausse pour induire des gens en erreur. Alors aujourd'hui, nous sommes tous dans la salle conscients que les fake news sont une véritable problématique. Mais ça, c'est aussi dû au fait que la mise à la disposition du public des données qui sont des données sinon officielles, de moins avérées, est un problème. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude, moi, en tant que citoyen américain, qu'au niveau du site de la ville, quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai l'information. Même si quelqu'un me dit « Ah ben tu sais, demain, il n'y aura plus de taxes », pour une raison X ou Y, et l'information commence à circuler. Si j'ai l'habitude d'aller sur le site de la ville et d'avoir l'information réelle en temps réel, je vais avoir le réflexe d'aller voir ça, et donc empêcher cette fake news de se diffuser très rapidement. À la source, elle est arrêtée. Le problème se pose quand
il y a une fausse information qui commence à circuler et qu'il n'y a aucun moyen de contredire cette information de la part d'une source d'information, je vais dire autorisée. Ça peut être une université, ça peut être une ville, ça peut être un État, ça peut être un journaliste, ça peut être beaucoup de choses, mais si on n'a pas pris l'habitude, vous savez, la relation qui existe entre certains journaux et leurs lecteurs est extraordinaire. Il y a des journaux qui ont, sur quelquefois plusieurs siècles, qui ont établi une relation de confiance avec les lecteurs. Et les lecteurs, quand ils lisent quelque chose dans un journal lyonnais, ils disent ça, c'est la vérité. Parce qu'ils ont pris l'habitude depuis 150 ans de lire ce journal de père en fils, et ils ont cette confiance. C'est exactement la même chose que l'on doit faire avec aujourd'hui l'environnement numérique. C'est-à-dire qu'on doit commencer à établir des points de confiance qui vont permettre de contrecarrer la diffusion de fausses informations. Donc le fait de garder les informations et de ne pas les rendre publiques est en fait un boomerang qui revient automatiquement à ceux qui ne diffusent pas l'information. Parce qu'à ce moment-là, ils sont out, et comme ils sont out, c'est quelqu'un d'autre qui prend leur place et qui impose sa vue. D'ailleurs, j'avais au début d'Internet, on disait souvent, donc ça fait quelques décennies, on disait souvent, je partage donc j'existe. Quelqu'un qui ne partage pas sur Internet n'existe pas. Et s'il n'existe pas, il ne peut pas venir se plaindre a posteriori qu'on ne l'entende pas. Donc, c'est la mission de tous. Et là, j'aimerais, à nous tous, au niveau des gens, c'est essentiellement mes compatriotes, nous avons un véritable problème de disponibilité d'informations nationales sur Internet de manière générale, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les sites, etc. Chacun d'entre nous a cette responsabilité, parce que chacun d'entre nous est sur un réseau social. Chacun d'entre nous, éventuellement, contribue à un blog, contribue. Il faut produire. Pourquoi? Parce que cette production permet d'augmenter l'empreinte culturelle de notre pays au niveau d'Internet. Et ça, c'est très important. Je répète, je partage, donc j'existe. Si je ne partage pas, je n'existe pas. Si je n'existe pas, je n'ai pas droit à la parole. Donc ça, c'était le deuxième point. Si vous m'excusez, troisième point pratique. Je suis désolé, monsieur le gouverneur, mais je n'ai pas eu l'occasion vraiment de regarder tout ce qui se fait au niveau de Balkan, mais il y a quelque chose d'important, c'est qu'on oublie souvent, au niveau de la gestion du citoyen, de le mettre, lui, à contribution. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la peur de donner les informations, suivant. Mais comme ça a été dit par notre collègue français, c'est que qu'est-ce que je retire, moi, du fait de donner l'information? Et l'exemple typique que nous avons tous, en tout cas le pays du Sud, c'est que quand on demande un visa, on remplit un tas de données sur un site. On ne sait même pas à quoi elle sert. Et on n'a d'ailleurs souvent pas l'information comme quoi elle serait protégée d'une manière médiante, malheureusement. Anyway, on le fait. Pourquoi on le fait? Parce qu'en contrepartie, on va avoir le fameux sésame qui va nous permettre de voyager. Et les citoyens sont dans la même situation. Si on leur dit, écoutez, vous allez donner telle et telle information, et immédiatement après, très rapidement après, vous allez avoir droit à tel ou tel service. Automatiquement, c'est un levier qui permet de demander de manière beaucoup plus efficace le citoyen de remplir. L'application que vous avez mise en place, alors ça, je trouve ça merveilleux. J'aimerais bien avoir la même chez moi à Rabat. J'ai l'autre Rabat. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui ne va pas, on prend en photo, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Ça, c'est top. Je pense qu'en tant que citoyen et vivant dans une ville, on est tous très heureux. On serait tous très heureux d'avoir une telle application. Mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'imaginer que le citoyen donne de manière spontanée un certain nombre d'informations. Non pas le concernant, mais concernant son voisinage, de manière à améliorer la vie de ce voisin. Et le fait d'avoir un feedback, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné la donnée, il faut que la donnée génère de la richesse. C'est une richesse financière, mais aussi une richesse intellectuelle et en termes d'autorisation, de possibilités, etc. Donc ce sont ces 3 points sur lesquels je voulais revenir. Je vous remercie. Merci infiniment. Alors, effectivement, il y a cette application qui est juste incroyable. Hein, mais, il y a beaucoup d'actions citoyennes extrêmement fortes que je n'ai pas eu le loisir de voir ailleurs. D'ailleurs, c'est juste incroyable. Je vous rappelle qu'effectivement, il y a eu l'adhésion, on va dire officielle, au réseau Fireware, et qu'on est extrêmement content, heureux d'avoir les autres Fireware ailleurs. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que
Un fireware IOP, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est ce maillon un petit peu central donc, qui vient créer cette synergie entre les différents acteurs. Et parmi ces acteurs-là, il y a le tissu associatif. Alors, c'est ici, Berken, la province de Berken l'a fait de manière instinctive. C'est-à-dire que ça a été même épatant. Hier, j'ai eu le loisir de m'asseoir avec donc le représentant du fireware IOP français, donc Monsieur Vincent Marty, qui nous a accordé une session assez voilà, inattendue, puisque ça devait être une visite qui s'est transformée en session de travail. Je vous remercie profondément. Donc avec notre chef préféré ici, donc je suis très fière en me disant, parce que je suis une femme et on a la tête d'une femme ici de la première cellule, donc de la première division de gouvernance numérique intégrée. Donc, et en travaillant avec elle, donc en faisant cet exposé sur les différents acteurs de cet écosystème-là, on se rend compte que la province de Berkel l'avait déjà fait de manière intuitive. C'est-à-dire que le fait de mettre en place ces applications et d'avoir eu cette idée et cette stratégie un petit peu d'aller vraiment améliorer la qualité de vie du citoyen a fait comme quoi il l'a fait de manière instinctive, alors que de l'autre côté de fireware, on l'avait étudié dans des manuels, etc. Et c'était extrêmement beau à voir. Donc je vais revenir un petit peu à SI Bucarest. Parce que ici Bucarest est une très belle entité et on est prêt à écouter un petit peu la présentation un petit peu de cette entité, profiter peut-être de votre présence, Dr. Perry, pour expliquer un petit peu ce que c'est, peut-être un petit peu ouvrir des champs de collaboration ici avec le Maroc, la Tunisie, peut-être la France, c'est ton jamais. Merci. Thank you. A few words about my institution. ICI Bucharest is the most important research institute in IDS in Romania. We have collaborations with partners from public sector as well as from the private sector, international partners, as well as, let's say, important ministries in our country. So in the past years, we gained a lot of experience in developing software platforms of these ministries. This is why the proper use of data is somehow familiar to me and to the entire institute. I think that all of us here acknowledge that we live in a digital society, and in this new society, data is the new gold. So we talk about not megabytes, not terabytes, the petabytes. We don't know how many zeros we should add about the data generated, and it's doubling every month, every week, every day. This is the real life. It's not necessarily a bad thing, because data exchange is useful for the people. I am a consumer of data, I'm also a generator of data. This is natural. What I should be aware is that I don't give all of my data without knowing who will benefit from it. This is what we all should understand. Unfortunately, technology is developing a lot faster than people acknowledge. The past years have proven that technology is at a far faster rhythm than regulation, than people competencies. We know that older generation kind of lack their digital competencies, and we should strive to improve these things, maybe through awareness campaigns, maybe through trainings. We try, at our institute, for example, we try to provide these kind of courses for, let's say, gaining basic digital skills, at least. What we should all know here is that giving my data, for example, to City Hall, doesn't mean that the City Hall can do whatever the City Hall wants to do with that bank. So the City Hall can share it, let's say, just my name or my unique identification with the police. But that's it. And that should be clear. And the rules between public institutions which should be established. And this in, let's say, the longer run, but
medium run will give the citizens that trust that they need in the public system. And they will start using the services, I am sure, because this was the case all over European Union, and this will happen all over the world. Thank you very much. Monsieur Mendel, peut-être un mot de la fin hein, pour clôturer. Nous avons, alors juste avant de peut-être clôturer, juste avertir votre audience et ma audience que nous avons voulu honorer nos participants, nos invités, nos intervenants internationaux. Et donc, prière de rester avec nous jusqu'à la fin de cette session. Monsieur Massal, à vous, voilà, le mot de la fin peut-être. Peut-être une problématique ouverte, pourquoi pas. Je vous remercie de me laisser l'opportunité de clôturer ce panel. Donc, pour revenir sur le sujet qui était comment maîtriser pour valoriser la donnée des citoyens, on voit que finalement derrière se cachent plusieurs problématiques, mais ce qu'on doit retenir, et c'est valable dans beaucoup de domaines finalement, c'est que un partage de cette information au travers d'une démarche transparente, sécurisée, permet de créer de la valeur. Et c'est par cette valeur qu'on arrive à concourir au développement économique, notamment d'un territoire. Donc, avec cet aspect en tête, je pense que tous les acteurs d'un même territoire doivent pouvoir se mettre autour d'une table afin de créer cet écosystème global qui permettra à chacun d'entre eux, finalement, de retirer un bénéfice des apports qu'ils auront permis, finalement, dans cette démarche globale. Donc voilà, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la création de valeur, et c'est pas nouveau, c'est historique, naît de l'échange, naît du partage, dans la mesure où la confiance est établie. Merci infiniment, merci à nos panélistes qui nous ont juste ravis avec cet échange-là, alors que ce débat aurait pu durer pendant des heures. Moi, je trouve ça extrêmement passionnant, mais je suis sûre qu'on finira de l'autre côté, ou sur la route peut-être. Donc, je vous laisse peut-être rejoindre vos places pour peut-être démarrer cette cérémonie de remise des prix en remerciant. Alors, notre cérémonie démarre dans quelques instants. Nous attendons juste son Excellence, Monsieur le Gouverneur, dans quelques instants. Nous allons mettre des prix à justement ces pays qui nous ont marqués, qui nous ont inspirés. Et je tenais absolument, en la présence de Dr Edouard Christophe, même si je sais qu'il n'aime pas beaucoup que je parle de lui, mais je voulais vous remercier pour tout le travail qui a été fait au sein du la belle étude, et surtout de l'Accelerator Lab, où justement votre engagement sur le territoire, ce que vous vous avez permis pendant à peu près un an et demi de créer ces conditions avec les ministères, de les emmener justement voir ces exemples de smart habitants à l'étranger, voir des cas concrets, voir des cas qui nous ont inspirés. Et puis vous avez honoré le Dr Edouard, je m'en rappelle, avec justement avec Anne Canadlos dans du Firewall Global Summit. Et nous avons été extrêmement fiers puisque ce modèle-là offrait le plus justement, et c'est l'excellence de ce travail via l'Accelerator Lab avait été reconnue au niveau de Firewall Foundation. Et je me rappelle de cette discussion en disant, le Maroc a eu cette idée justement de créer cette synergie, cette étroite collaboration avec les cultes. Et le plus, il a fait l'excellent travail de venir montrer par l'exemple justement tout le beau travail qui avait été opéré. Et donc,
plus vite remerciements chaleureux du fond du cœur, puisque vous avez permis cette sensibilisation et surveiller nous maintenant aujourd'hui dans cette salle. C'est grâce à vous. Donc un grand merci.